Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne et ressenti un frisson d'émerveillement? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement dans les profondeurs de l'espace? Notre galaxie, la Voie lactée, est un vaste royaume de mystères et de merveilles cosmiques. Telle une spirale majestueuse tournoyant dans le vide, elle abrite des centaines de milliards d'étoiles, chacune gardant ses propres secrets. Des nébuleuses colorées aux trous noirs voraces, des exoplanètes énigmatiques aux comètes vagabondes. Notre galaxie regorge de phénomènes fascinants qui défient l'imagination. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer les confins de notre galaxie. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Une galaxie est une structure formée par le rassemblement d'étoiles et de leurs planètes, de gaz et de poussière interstellaires et contenant souvent un trou noir supermassif en son centre. Une étude parue en 2016 estimait que l'univers observable contenait 2000 milliards de galaxies. Il existe 4 grands types de galaxies. Les elliptiques. Elles ont une apparence elliptique, quel que soit l'angle de vue. Elles ne possèdent pas beaucoup de matière interstellaire, donc elles contiennent peu d'amas ouverts et ne donnent naissance qu'à peu d'étoiles. Il existe des galaxies elliptiques géantes. Les spirales. Elles sont faites d'un disque composé d'étoiles et d'un milieu interstellaire en rotation autour d'un bulbe central. Elles ont des bras relativement brillants. Les lenticulaires. Elles se composent d'un bulbe central brillant et d'une structure étendue en forme de disque qui les entoure. Leur disque galactique ne présente pas de bras spiraux et ne forme que très peu d'étoiles nouvelles. Les irrégulières. Il s'agit de la dernière catégorie de galaxies qui regroupe les autres, comme les galaxies naines ou les naines bleues compactes. La séquence de Hubble donne une description détaillée des galaxies, mais elle ne prend en compte que leur aspect physique. Mais revenons à notre galaxie, la Voie lactée. Grâce au satellite européen Gaïa, on a pu réévaluer les conditions de naissance de notre galaxie. Elle s'est probablement formée comme les autres galaxies, peu après le Big Bang, il y a environ 12 milliards d'années. Certaines régions auraient même commencé à se former il y a 13 milliards d'années. Nous connaissons la plus vieille étoile de la Voie lactée. Elle s'appelle HE 1523-0901 et elle est âgée de 13,2 milliards d'années. Au début, notre galaxie était un petit ensemble bleuté dominé par des étoiles jeunes et ardentes. Les nuages de gaz, principalement de l'hydrogène, y abondaient. 1 milliard d'années après sa formation, des structures clés commencent à apparaître. Des amas globulaires constitués de petites masses, le trou noir supermassif en son centre et le bulbe d'étoiles. La création du trou noir régule la croissance des galaxies en limitant l'ajout de matière. Au bout de quelques milliards d'années, par accrétion de la matière, la masse de la Voie lactée fut assez importante pour atteindre une vitesse tangentielle suffisante. Cette grande vitesse a fait que la boule de matière est devenue un disque doté de bras en spirale. Les étoiles se sont formées dans ce disque. Pendant quelques milliards d'années, une quinzaine de jeunes étoiles ont vu le jour chaque année, profitant des réserves de gaz. Aujourd'hui, le rythme est tombé à une nouvelle étoile par an. Ce disque est lui-même entouré d'un halo sphérique.
La Voie lactée s'est constituée par accrétion de gaz, mais aussi en absorbant d'autres galaxies plus petites. On sait qu'il y a 10 milliards d'années, elle a absorbé la galaxie Gaïa Encelade. Il semblerait qu'elle n'ait plus fusionné avec une grande galaxie depuis cette époque lointaine, ce qui est assez inhabituel pour une galaxie spirale. Les reliquats de Gaïa Encelade, une trentaine de milliers d'étoiles, se déplacent toujours dans la Voie lactée, en sens inverse des autres étoiles dans le Soleil. À l'heure actuelle, notre galaxie attire des matériaux de 2 galaxies satellites, le Petit et le Grand Nuage de Magellan. Ce sont de petites galaxies irrégulières, situées entre 160 000 et 200 000 années-lumière environ. Le diamètre de la plus grande est de 14 000 années-lumière, même s'il s'agit d'une galaxie naine. Séparées l'une de l'autre par 75 000 années-lumière seulement, elles suivent une orbite excentrique qui les aurait menées dans le voisinage de notre galaxie. Les nuages sont reliés entre eux par le pont magellanique, au sein duquel les étoiles provenant du petit nuage voyagent vers le grand nuage. Les chercheurs pensent que le grand nuage va entrer en collision avec notre galaxie dans 2 milliards d'années. À la suite de cette première collision, la masse du bulbe central de la Voie lactée sera multipliée par 8 et celle de son halo par 5. Notre galaxie porte un nom poétique, la Voie lactée. Les galaxies M81, NGC 6872 ou encore Z8 GND 5296 n'ont pas eu la même chance. Quand on l'observe dans le ciel, notre galaxie forme une longue traînée blanche. C'est cette apparence laiteuse qui lui a donné son nom. Dans la plupart des cultures, on parle d'une voie, d'un chemin ou d'une rivière. Dans la mythologie grecque, l'origine de la Voie lactée est attribuée à Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène. Alors qu'Héraclès était encore tout petit, Zeus le déposa sur le sein d'Héra, sa femme légitime, afin qu'il boive son lait et devienne immortel. Lorsque Héra se rendit compte qu'elle n'allaitait pas son propre enfant, elle le repoussa. Mais Héraclès s'accrocha jusqu'à ce que Héra le repousse violemment, faisant jaillir ainsi une traînée laiteuse qui se serait répandue dans les cieux, donnant naissance à notre galaxie. Mais à quoi ressemble réellement notre galaxie ? Elle ressemble à un disque plat. Vu d'au-dessus, on voit une spirale avec un centre lumineux. Vu de côté, on voit une ligne blanche, le bord de la galaxie. C'est ce que l'on aperçoit depuis la Terre. Galilée, toujours lui, fut le premier à diriger sa lunette vers la Voie lactée en 1610. Il se demandait combien d'étoiles elle contenait. Il a alors pris conscience qu'elle contenait énormément d'étoiles qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Mais comment les compter ? Au XVIIIe siècle, l'astronome William Herschel a l'idée de sonder une petite partie de la galaxie et d'y compter les étoiles. Il va ensuite estimer l'ensemble des étoiles qu'elle contient. En 1906, ce travail sera repris par Jacobus Kapteyn, qui obtiendra un chiffre plus précis avec l'aide de la photographie. On estime aujourd'hui qu'il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Le Soleil et ses planètes ne sont qu'une infime partie de la Voie lactée, alors qu'elle comprendrait au moins 100 milliards de planètes. Les nébuleuses planétaires seraient au nombre de 3000. Et n'oublions pas que parmi les exoplanètes, plusieurs milliards auraient la taille de la Terre. Dans le courant du XXe siècle,
Grâce aux travaux de Arlo Chapley, on comprend que le système solaire est excentré dans la galaxie. Quand on observe la Voie lactée, on s'aperçoit qu'elle se répartit à 360 degrés autour de nous, que ce soit depuis l'hémisphère nord ou sud. Sa luminosité est à peu près la même partout. Si on était en son centre, on verrait davantage d'étoiles. Si on était à l'extérieur, on ne la verrait pas de partout, mais seulement d'un côté du ciel. On sait depuis que le Soleil se situe à environ 27 000 années-lumière du centre de la galaxie, donc plutôt à mi-chemin entre le centre et le bord. Il fait le tour du centre en 250 millions d'années, ce qui correspond à une année galactique. Il a donc fait une vingtaine de tours depuis sa naissance. Il se situe actuellement dans le bras d'Orion. Mais cette situation change régulièrement, puisqu'il entre et sort des bras de la galaxie en tournant. Mais quelle est la taille de cet immense disque ? On a mesuré le diamètre de la partie centrale qui contient le plus de gaz et d'étoiles. Il est de 100 000 années-lumière. Rappelle-toi qu'une année-lumière mesure 9 461 milliards de kilomètres. La Voie lactée, dans sa totalité, mesure environ 52 000 années-lumière. Son épaisseur, quant à elle, fait 1000 années-lumière en moyenne. Mais à certains endroits, elle atteint les 3000 années-lumière. Un peu plus que celle d'un CD quand même. Pour connaître la structure de la Voie lactée, on a fait des spectres des nombreuses nébuleuses que l'on peut y observer. On a alors remarqué que certaines nébuleuses s'éloignaient de nous, alors que d'autres se rapprochaient. Elles se répartissent sous forme de bras dans la galaxie, qui est elle-même en rotation. La Voie lactée a donc l'aspect d'une spirale ou d'un gros tourbillon. Cette forme de spirale la classe naturellement parmi les galaxies spirales. Sa structure a été découverte en 1951 grâce à la radioastronomie, une branche de l'astronomie qui étudie le rayonnement électromagnétique des astres. La Voie lactée est précisément une galaxie spirale barrée, car ses deux bras principaux n'émergent pas de son centre, mais d'une bande d'étoiles qui traverse ce centre. Les galaxies sont riches en hydrogène. Celui-ci émet un rayonnement à 21 cm de longueur d'onde. Grâce à ce rayonnement, on a mis en évidence la structure spirale de la galaxie, sa masse ainsi que la distance et la vitesse d'éloignement des autres galaxies. Âgée d'environ 12 milliards d'années, la Voie lactée devrait être toute ronde. Ses bras auraient dû s'enrouler autour d'elle avec le temps, mais ce n'est pas le cas. Mais alors, pourquoi ? Parce que les étoiles et les nébuleuses s'entassent à certains endroits et forment une sorte d'embouteillage avant de pouvoir continuer leur route. Ces embouteillages forment les bras. Nous irons les explorer tout à l'heure. En regardant les photos de la Voie lactée, tu remarques que son centre est très lumineux, de couleur orangée, alors que les bras sont plutôt bleutés. Cela nous indique que les bras sont la région de formation des étoiles. Elles y sont donc jeunes et chaudes, de couleur bleue. Les étoiles situées au centre de la galaxie sont plus vieilles et donc plus froides. Ce sont pour la plupart des étoiles rouges. En observant le mouvement des étoiles pendant 20 ans, les astronomes ont pu calculer la masse de l'objet qui se situe à son centre, environ 4 millions de masses solaires. Cela te paraît énorme ? Ce n'est pourtant que 0,2% de la masse totale de la Voie lactée. Or, un objet aussi gros ne peut être qu'un trou noir. Celui situé au centre de notre galaxie est Sagittarius à étoiles, photographié pour la première fois en 2022 par Event Horizon Telescope,
un ensemble de 8 télescopes répartis dans le monde et travaillant ensemble. Pour finir cette présentation générale, sache que les galaxies sont entourées d'un halo, une bulle très lumineuse. Il est très visible pour certaines galaxies, moins pour la Voie lactée. Cette bulle est constituée d'étoiles et de gaz. C'est là que se répartissent les 150 amas globulaires de la Voie lactée. La Voie lactée appartient au groupe local, un amas d'environ 60 galaxies, mesurant 10 millions d'années-lumière de diamètre, qui contient également la galaxie d'Andromède. Le groupe local fait lui-même partie du super-amas de la Vierge, appartenant lui-même à l'Aniakea, un super-amas de galaxies. Une dernière petite info. La galaxie se déplace dans l'espace à 630 km par seconde, soit 2,3 millions de kilomètres par heure. Pendant notre périple, nous allons souvent croiser le nom de constellations. C'est normal, car elles permettent de situer les corps célestes dans l'espace, même si aujourd'hui, les astronomes utilisent des outils permettant plus de précision. Une constellation est un ensemble d'étoiles que l'on peut relier entre elles par des lignes imaginaires. Ce sont les humains, en regardant le ciel, qui ont trouvé qu'en reliant certaines étoiles entre elles, on obtenait des formes. Il existe 88 constellations réparties en 2 groupes, 44 pour chaque hémisphère. Certaines constellations sont visibles toute l'année, alors que d'autres ne le sont qu'en certaines saisons. Partons maintenant vers notre première destination, le système solaire et son entourage proche. Comme tu le sais déjà, notre système solaire est composé du Soleil et de 8 planètes qui lui tournent autour. Ces planètes ont elles-mêmes des satellites naturels qui tournent autour d'elles. Certaines, comme Saturne ou Uranus, ont des anneaux constitués de gaz et de poussière. En nous éloignant du système solaire, nous allons traverser 2 zones intéressantes. Tout d'abord, la ceinture de Kuiper et beaucoup plus loin, le nuage de Oort. Ces 2 espaces sont ce que l'on appelle des réservoirs à comètes. Leur traversée va te plaire, car les comètes, qui ressemblent à des chevelures lumineuses filant dans l'espace, t'offrent un spectacle merveilleux. Une comète est un corps à peu près sphérique, constitué de glace et de poussière, pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. Son nom vient de coma, qui signifie « queue » en grec. Lorsqu'elle s'approche du Soleil, une partie de sa matière se sublime et l'astre développe une queue de poussière longue de plusieurs millions de kilomètres. Cette matière est visible de la Terre, car elle réfléchit la lumière du Soleil. Il existe des comètes périodiques et non périodiques. Les comètes issues du nuage de Oort sont non périodiques, car elles ne passent qu'une seule fois près du Soleil. Les comètes périodiques passent plusieurs fois près du Soleil, ce qui nous permet de prévoir leur passage. La comète de Halley, dont tu as entendu parler, en fait partie. Elle passe près de la Terre tous les 76 ans. Nous traversons d'abord la ceinture de Kuiper, qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune, vers 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Son nom lui vient de sa forme d'anneau et des travaux réalisés par le chercheur Gerhard Kuiper. La planète naine Pluton fait partie de la ceinture de Kuiper, ainsi que son double Charon et la plupart des planètes naines du système solaire. Laisse-moi te présenter la planète naine Makemake, la 3e plus grande des planètes naines. Sa température moyenne est de moins de 138 degrés Celsius.
Elle fait partie des planètes glacées et n'a pas d'atmosphère. Tu comprends que nous n'allons pas y rester longtemps. La plupart des objets situés dans la ceinture ont été découverts récemment, après 1992. Elle contiendrait plus de 70 000 corps de plus de 100 km de diamètre. La plupart de ces corps sont des astéroïdes gelés et des comètes. En continuant notre route, beaucoup plus loin, se situe le nuage de Oort, constitué de milliards de comètes. Il entoure le système solaire, car ce n'est ni un anneau, ni un nuage, mais une sphère. Il n'a jamais été observé directement. Il est le résultat de calculs et d'hypothèses. Les astronomes se fondent sur les analyses des orbites des comètes et pensent qu'elles sont originaires de cet endroit, plus précisément de la partie externe du nuage. Cette partie externe pourrait contenir plusieurs milliers de milliards de noyaux de comètes, distants les uns des autres de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Les objets situés dans le nuage sont composés de glace, comme l'eau, l'ammoniac ou le méthane. En sortant du nuage de Oort, nous nous situons 1 et 2 années-lumière du Soleil. Tout ce petit monde, qui pourtant nous paraît déjà bien grand, se situe dans un bras de la Voie lactée. Notre système solaire se trouve actuellement dans le bras nommé Orion, l'un des bras spiraux mineurs de la Voie lactée. Le bras d'Orion est appelé ainsi en raison de sa proximité avec la constellation d'Orion. Sa longueur est estimée à environ 10 000 années-lumière. Sa largeur ferait 3 500 années-lumière. Dans ce bras, le système solaire est proche du bord intérieur, dans la bulle locale, à environ 27 000 années-lumière du centre galactique. La bulle locale est une région de quelques centaines d'années-lumière, à l'intérieur de laquelle se trouve le système solaire. Il y serait entré il y a 5 millions d'années. On pense qu'elle résulte d'un ensemble d'explosions de supernovas survenues il y a quelques millions d'années. Elle a la forme d'un sablier, le système solaire se trouvant dans un de ses lobes. Mais la bulle locale, contrairement à une bulle de savon, n'est pas vide. Tu le sais, puisqu'elle contient le système solaire tout entier. Le système solaire est en plus à l'intérieur d'une autre enveloppe appelée le nuage interstellaire local, ou encore peluche locale. C'est un nuage très diffus, mais dont la température moléculaire est à peu près égale à celle de la surface du Soleil, soit 6000 degrés Celsius. Il mesure environ 30 années-lumière de large. Le système solaire s'y déplace actuellement et devrait en sortir d'ici 10 000 à 20 000 ans. Le nuage s'est formé là où la bulle locale et une autre bulle, celle de la boucle 1, se sont rencontrées. Sa densité est très faible, même si elle fait le double de la densité de gaz de la bulle locale. Les influences potentielles du nuage local sur la Terre sont contrariées par le vent et le champ magnétique solaire. Comme nous l'avons vu avant, le système solaire fait le tour de la galaxie en 250 millions d'années. Mais en même temps, il oscille de part et d'autre du plan galactique avec une période de 66 millions d'années. Il traverse ce plan tous les 33 millions d'années. Le système solaire n'est pas isolé. Son plus proche voisin est le système Alpha du Centaure. Ce système stellaire ne se situe qu'à environ 4 années-lumière de notre Soleil. Viens, je t'y emmène. C'est un système de 3 étoiles et d'au moins une exoplanète. Alpha Centauri A
et Alpha Centauri B sont deux étoiles qui forment une étoile double, ressemblant beaucoup au Soleil. Elles sont très proches l'une de l'autre. Il faut un télescope très puissant pour les distinguer. Elles tournent autour d'un centre virtuel commun, le barycentre, en environ 80 ans. La troisième étoile qui compose ce système est Alpha Centauri C, ou Proxima du Centaure. Elle a été découverte en 1915 seulement. C'est une naine rouge, une étoile parmi les plus petites et les moins chaudes de l'univers, mais ayant une longue espérance de vie. C'est l'étoile la plus proche du Soleil, mais elle brille 20 000 fois moins que lui. Elle est donc invisible à l'œil nu depuis la Terre. Proxima Centauri B est une exoplanète similaire à la Terre, en orbite autour d'Alpha Centauri B. Elle est située dans la zone tempérée de son étoile et donc potentiellement habitable. Mais pour le vérifier, il faudrait parcourir 40 000 milliards de kilomètres. Restons un peu dans le nuage local. On y trouve d'autres étoiles proches comme Sirius, Vega, Fomalhaut et Arcturus. Sirius est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. Vue de la Terre, c'est l'étoile la plus brillante après le Soleil, et donc l'une des plus étudiées par les astronomes. Elle fait partie des étoiles blanches. Elle est 1,8 fois plus grande que le Soleil et 2,3 fois plus massive. Elle est accompagnée de Sirius B, une naine blanche petite et discrète, difficile à observer. Vega est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. C'est la 5e étoile la plus brillante vue de la Terre. Elle se situe à 25 années-lumière du Soleil. C'est une étoile de type spectral, blanche teintée de bleu, dont l'hydrogène du noyau est transformé en hélium par fusion nucléaire. Elle est plus massive que le Soleil, et son âge est compris entre 386 et 511 millions d'années. Après avoir quitté la séquence principale, elle deviendra une géante rouge, puis une naine blanche. Elle fut l'étoile polaire au 12e millénaire avant Jésus-Christ et le sera à nouveau dans 12 000 ans. On suppose l'existence d'au moins une exoplanète en orbite autour d'elle. Passons maintenant à Fomalhaut. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Poisson et la 17e plus brillante du ciel nocturne. C'est une étoile blanche située à environ 25 années-lumière du Soleil. Elle est 2 fois plus grande et plus massive que le Soleil, et 17 fois plus lumineuse. J'espère que tu as amené tes lunettes de soleil. Fomalhaut B est une planète en orbite autour de l'étoile Fomalhaut A. C'est la première exoplanète à avoir été détectée au moyen d'une photographie optique, grâce au télescope spatial Hubble, en 2008. Il s'agit probablement d'une géante gazeuse. Arrêtons-nous un instant sur Arcturus. C'est l'étoile principale de la constellation du Bouvier. C'est la 3e étoile la plus lumineuse dans le ciel nocturne. Tu la reconnais à sa lumière légèrement rougeâtre. C'est une géante rouge en fin de vie, dont la masse est proche de celle du Soleil, mais dont le diamètre est 25 fois plus important. Approchons-nous maintenant du centre de la Voie lactée, appelé bulbe. Comme je te l'ai dit au début de notre voyage, au centre des galaxies se trouve un trou noir supermassif. Les trous noirs les plus massifs se trouvent au centre des galaxies elliptiques. La Voie lactée étant une galaxie spirale, son trou noir est relativement léger, 4 millions de masses solaires. Certains peuvent atteindre des milliards de masses solaires.
Les trous noirs absorbent tout ce qui passe à proximité, la limite de non-retour étant appelée horizon des événements. Un trou noir est créé après la mort d'une étoile très massive. Le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même, ce qui entraîne l'expulsion des couches externes de l'étoile en une explosion gigantesque appelée supernova. Tout le reste de la matière se concentre en un petit point nommé singularité. La gravité d'un trou noir est si forte qu'elle emprisonne même la lumière. Je ne t'emmènerai pas à l'intérieur de l'horizon, car nous ne pourrions pas ressortir, ni continuer notre périple. L'horizon pour le trou noir de la Voie lactée est d'un dixième de la distance Terre-Soleil. La période de rotation à cette distance est de l'ordre de 6 minutes. La température de l'horizon est très élevée. Les gaz qui pénètrent dans un trou noir peuvent atteindre des millions de degrés. Par contre, à l'intérieur du trou noir, il fait très froid. La température des trous noirs stellaires approche les moins 273 degrés Celsius. Celle des trous noirs supermassifs est encore plus froide. Plus un trou noir est massif, plus il y fait froid. Le trou noir de notre galaxie, découvert dans la constellation du Sagittaire, est donc naturellement appelé Sagittarius à étoile. Vieux de 13 milliards d'années, il est considéré comme un trou noir dormant, car il a englouti tout ce qui se trouvait à sa portée. Les objets stellaires qui gravitent autour de lui sont trop loin, au-delà de l'horizon, et ils ne peuvent pas être absorbés. Les chercheurs ont pourtant découvert qu'il y a 200 ans, il est sorti de sa torpeur pour engloutir le gaz et les poussières qui passaient près de lui pendant plusieurs mois. Il était alors au moins 1 million de fois plus lumineux qu'aujourd'hui. Cette lumière ne provient pas du trou noir lui-même, puisque rien ne s'en échappe, pas même la lumière. Elle est produite par la matière, qui, en s'approchant de l'horizon, tourbillonne et s'échauffe avant d'être engloutie. C'est ce bouillonnement qui produit de la lumière. C'est grâce à l'intensité de cette lumière que les chercheurs comprennent qu'un trou noir est actif et en train de déjeuner. Certains chercheurs pensent que Sagittarius à étoile n'est pas le seul trou noir au centre de notre galaxie. Ils ont découvert la présence d'un amas compact d'étoiles près du trou noir central. Cet amas aurait une masse d'au moins 1000 masses solaires, mais compte tenu de sa taille, il ne peut pas contenir que des étoiles. Sa masse contiendrait donc un trou noir intermédiaire. Tu sais qu'un trou noir est invisible, mais que l'on peut le repérer grâce à l'agitation qu'il y a autour de lui. Les trous noirs sont souvent accompagnés d'un disque d'accrétion, les étoiles, poussière et jets qui tournent autour de lui. C'est lui que l'on voit sur les images et qui permet de dire qu'il y a un trou noir à l'endroit observé. Les astronomes ont repéré de nombreuses étoiles autour de Sagittarius à étoile. En scrutant les orbites, ils ont pu donner une estimation précise de sa masse et de sa taille. Sa masse atteint 4,3 millions de fois celle du Soleil, mais elle est contenue dans un petit espace, 31 fois le diamètre de ce dernier. Une cinquantaine d'étoiles tournent autour de la bouche de Sagittarius à étoile, sans être avalées, pour l'instant. Les astronomes ont combiné 4 télescopes pour pouvoir observer ceci avec une telle précision. Ils ont ainsi créé un interféromètre appelé Gravity, entré en fonction en 2016. Mais notre trou noir est un petit farceur. La spécialiste des trous noirs, Daryl Haggard et son équipe ont passé en revue 15 ans de données
pour arriver à la conclusion que Sagittarius à étoile était instable d'une journée à l'autre et imprévisible sur le long terme. Il lâche de façon aléatoire des bouffées de rayons X et d'ondes radio qui perturbent son voisinage. On ne sait pas encore si ces sursauts énergétiques proviennent de distorsions du champ magnétique ou de corps déchirés par le trou noir. Toutes ces réactions ont longtemps compliqué la tâche des chercheurs qui voulaient faire apparaître notre trou noir sur une photo. La première image de ce trou noir a été révélée en 2022 grâce à l'Event Horizon Telescope, un réseau comptant 11 radiotélescopes répartis sur Terre. On y voit l'ombre du trou noir, une silhouette définie par le nuage lumineux de gaz qui file autour de lui. L'analyse des différentes images récoltées a permis de donner la taille de l'horizon du trou noir. Il aurait un diamètre de 60 millions de kilomètres. Les scientifiques pensent que la fusion de plusieurs trous noirs est à l'origine des trous noirs supermassifs, mais cette hypothèse reste à vérifier. Est-ce que les trous noirs sont éternels, me demandes-tu ? Les scientifiques pensent que les trous noirs vont disparaître en s'évaporant. Leur masse va diminuer avec le temps, leur température augmenter, donc également le taux d'évaporation. Mais cela ne se produira pas avant des milliards d'années. Quittons maintenant le centre de la Voie lactée pour aller vers ce que l'on appelle ses bras. Notre galaxie est composée de 4 bras spiraux majeurs. Le premier est le bras de Persée, le bras majeur le plus éloigné du bulbe. Comme tu peux le deviner, il est proche de la constellation de Persée. Il se situe entre le bras du Cygne et celui du Sagittaire. Mais d'où proviennent ces bras ? Dans les années 60, 2 chercheurs de l'Institut de technologie du Massachusetts ont proposé une théorie un peu compliquée, dite des ondes de densité. Les bras spiraux sont des sortes de bosses d'ondes de densité, où les étoiles s'accumulent. Ce sont les embouteillages d'étoiles dont je t'ai parlé au début de notre voyage. Les orbites des étoiles dans une galaxie ne sont pas régulières. Elles forment des ellipses qui ne se referment pas sur elles-mêmes. Ce décalage des ellipses est dû aux ondes de densité galactique, et cela crée les formes spiralaires des bras. Tu as donc compris que ces bras sont lumineux, puisqu'ils comportent des milliers d'étoiles, souvent de jeunes étoiles. Ils contiennent également la matière interstellaire, où se forment les étoiles. Mais en plus de cela, toutes les étoiles du disque galactique croisent parfois les bras et contribuent alors à leur visibilité en augmentant leur luminosité. Grâce à la mission Gaïa, nous en savons plus sur les étoiles et les bras spiraux. Gaïa est une mission astrométrique consacrée à la mesure de la position, de la distance et du mouvement des objets célestes dont les étoiles font partie. Le satellite Gaïa fut lancé en décembre 2013 pour 5 ans, mais finalement, la mission est prolongée jusqu'en 2025. Les données collectées devraient améliorer nos connaissances sur la structure, la formation et l'évolution de la Voie lactée. Les résultats obtenus sont publiés dans le catalogue Gaïa, mis à jour régulièrement. Mais observons de plus près le bras de Persée. Il contient des étoiles bien sûr, mais aussi d'autres objets répertoriés dans le catalogue de Messier. On y trouve par exemple la nébuleuse du crabe, qui doit son nom à sa forme pouvant faire penser à un crabe. Une nébuleuse, par définition, est un objet céleste composé de gaz raréfiés, de plasma et de poussière stellaire. Cette poussière diffuse la lumière dans toutes les directions, ce qui donne aux nébuleuses de belles couleurs. Il existe plusieurs sortes de nébuleuses. Celle du crabe fait partie des rémanents de supernova.
Ce sont des nébuleuses très étendues qui se forment à la suite de l'implosion d'une étoile supermassive mourante ou à l'explosion d'une naine blanche. Leur durée de vie est assez courte. La nébuleuse du Crabe se trouve à 6300 années-lumière de la Terre. Sa taille avoisine actuellement les 11 années-lumière. Elle a été repérée par des astronomes chinois en juillet 1054, lors de son explosion. Son observation est tout à fait fascinante, grâce à sa belle couleur bleue et à son pulsar tournant sur lui-même 30 fois par seconde. Elle change régulièrement, puisque son expansion est de 1500 km par seconde. Ce pulsar est constitué des restes de la supernova. Il rayonne avec autant d'énergie que 200 000 soleils. Un pulsar est une étoile à neutrons tournant très rapidement sur elle-même en émettant un fort rayonnement électromagnétique. Il est issu de l'explosion d'une étoile massive en fin de vie. On peut dire que c'est un cadavre d'étoile, mais qui émet des ondes radio qui permettent de le détecter. La nébuleuse du Crabe est le premier objet du catalogue de Messier dont je t'ai parlé il y a un instant. Elle est donc aussi appelée M1. Ses filaments sont constitués d'hélium et d'hydrogène ionisé, mais aussi de carbone, d'oxygène, d'azote, de fer, de néon et de soufre. La nébuleuse du Crabe, très jolie à observer, est aussi très utile aux chercheurs, car de nombreux objets, tels que la Lune ou des planètes, passent régulièrement devant elle. Les scientifiques profitent de ces passages pour effectuer des mesures et affiner leurs connaissances. C'est grâce au passage de Saturne devant la nébuleuse en 2003 que l'on a établi l'épaisseur de l'atmosphère de Titan. Le bras de Persée contient aussi des amas ouverts répertoriés sous les noms de M36, M37, M38, M52 et M103. En astronomie, un amas ouvert est un amas stellaire groupant environ de 100 à 10 000 étoiles de même âge, liées entre elles par la gravitation. Les amas ouverts sont peu lumineux et s'observent essentiellement dans la Voie lactée et dans les galaxies proches. Leur vie est assez courte, car leurs membres finissent par s'échapper. Cela prend tout de même quelques centaines de millions d'années. Prenons par exemple M36. C'est un jeune amas qui n'a que 25 millions d'années et qui se compose d'environ 60 étoiles, dont les spectres ont montré qu'un certain nombre étaient en rotation très rapide. Il est situé à 4000 années-lumière de la Terre. Dirigeons-nous maintenant vers son voisin, M37, situé à la même distance de la Terre. Par rapport à ses voisins M36 et M38, il est le plus lumineux. C'est aussi lui qui contient le plus d'étoiles. Il est possible qu'il en contienne jusqu'à 500, dont une douzaine de géantes rouges qui permettent de donner un âge à cet amas. Il aurait 347 millions d'années. Plutôt pas mal pour quelque chose qui a une durée de vie limitée, non? Son autre voisin, M38, aurait 290 millions d'années. Il présente deux curiosités. Il abrite une géante jaune dont l'éclat équivaut à 900 fois celui du Soleil. Il côtoie de très près un autre amas, plus petit et plus faible, composé de 40 étoiles environ, appelé NGC 1907. Ces trois amas se situent dans la constellation du Cocher. Un peu plus loin, tu trouveras l'amas ouvert M52, situé dans la constellation de Cassiopée. On ne connaît pas exactement sa distance avec le système solaire, mais on sait qu'il contient une centaine d'étoiles et qu'il a 35 millions d'années. Dans la même constellation, on peut également observer
M103 qui contient une quarantaine d'étoiles. Il se situe à environ 8500 années-lumière du système solaire, dont il se rapproche à la vitesse de 37 km par seconde. Sortons maintenant du bras de Persée pour aller visiter un deuxième bras majeur de la Voie lactée, le bras du Sagittaire ou Sagittaire Carène. C'est le deuxième bras majeur en partant de l'extérieur de notre spirale et il fait partie des deux bras les plus longs. Il est situé entre le bras Écu-Croix et le bras d'Orion. Il est divisé en deux parties. Celle émergeant du bras central constitue le bras du Sagittaire, alors que sa partie plus extérieure s'appelle le bras de la Carène. C'est un bras assez dense qui contient plusieurs amas de différents types, ainsi que des nébuleuses. Allons les découvrir ensemble. Je t'ai déjà parlé des amas ouverts, mais il existe aussi des amas globulaires. Tu trouveras ces deux sortes d'amas dans le bras du Sagittaire. Pour mieux comprendre, approchons-nous de l'amas globulaire M55. Un amas globulaire est très dense. Il contient en général une centaine de milliers d'étoiles réparties dans une sphère dont la taille varie entre 20 et quelques centaines d'années-lumière. Sa densité est donc beaucoup plus élevée que celle d'un amas ouvert. Les étoiles qui le composent sont principalement des géantes rouges. Ces amas sont donc très anciens. Ils parsèment le halo de notre galaxie et rassemblent des étoiles fortement liées gravitationnellement. Pour le moment, on a dénombré 150 amas globulaires dans notre galaxie. M55 est un amas globulaire de grande dimension, de 110 années-lumière environ, qui contient quelques 100 000 étoiles. Comme il est 2 fois plus âgé que le Soleil, il nous permet d'en apprendre davantage sur les toutes premières populations d'étoiles. Tu trouveras aussi des amas ouverts dans le bras du Sagittaire, comme M21, M24, M26 ou encore M11, surnommé l'amas du canard sauvage. Ce dernier est l'amas ouvert le plus riche du catalogue de Messier. Il contient plus de 3000 étoiles. Le bras du Sagittaire abrite également quelques nébuleuses intéressantes. Allons y jeter un œil. Commençons par la nébuleuse de l'Aigle, qui renferme l'amas ouvert M16, ainsi que les fameux piliers de la création. C'est une nébuleuse en émission, c'est-à-dire qu'elle est composée de nuages de gaz ionisés qui absorbent la lumière d'une étoile chaude proche et la renvoient sous forme de couleurs variées. Cette pouponnière d'étoiles se situe à 7000 années-lumière de nous. Un des endroits propices à la création de nouvelles étoiles est appelé les piliers de la création. Ce sont des nuages de poussière et de gaz en forme de piliers, un peu comme dans les grottes. En continuant notre promenade, nous croisons également la nébuleuse Trifide, ou encore appelée du trèfle, ainsi que la nébuleuse de la lagune. Elles sont voisines et facilement observables avec des jumelles dans un ciel d'été. La première, la nébuleuse du trèfle, est la plus petite, mais elle est d'une rare beauté. Elle présente 3 zones, une zone d'émission, une zone de réflexion et même une zone d'absorption. Son centre est constitué par une nébuleuse à émission, c'est-à-dire par des nuages de gaz ionisé. Ces nuages, composés à 90% d'hydrogène, se condensent en de nombreux endroits pour donner naissance à de nouvelles étoiles. Toute cette activité, combinée à l'hydrogène, produit de la lumière rouge. Autour de ce centre, on trouve une zone de nébuleuse par réflexion,
Les atomes d'hydrogène du nuage ne sont pas ionisés. La lumière est diffusée par réflexion. Cela donne une très jolie couleur bleue. Pour ajouter du détail à cette œuvre, on trouve des bandes de poussière et de gaz compacts qui dessinent la forme de trèfle au cœur de la nébuleuse. Ce sont des nébuleuses par absorption ou nébuleuses obscures. La taille de la nébuleuse est estimée à 40 années-lumière, mais on sait qu'elle se situe proche du bulbe de la Voie lactée. Sa voisine, la nébuleuse de la Lagune, se situe dans un endroit très encombré de notre galaxie. Cette nébuleuse est très vaste, grande comme 110 années-lumière. Elle se situe à 5200 années-lumière de la Terre. La région la plus brillante de cette nébuleuse contient un objet particulier, nommé nébuleuse du Sablier. Une nébuleuse dans une nébuleuse? Eh oui, c'est possible. Le Sablier est une nébuleuse planétaire, le résultat de la libération des couches externes d'une étoile de type solaire en fin de vie. On peut voir la naine blanche qui en résulte en son centre. Laisse-moi te présenter une dernière nébuleuse dans le bras du Sagittaire. Elles sont si belles, on ne s'en lasse pas. Faisant un petit arrêt dans la nébuleuse Oméga, encore appelée nébuleuse du Cygne, ou du fer à cheval, ou du homard. Chacun y voit quelque chose de différent. C'est une nébuleuse à émission, située à environ 5500 années-lumière de nous, et dont le diamètre fait 15 années-lumière. En son sein se trouverait un amas ouvert constitué d'une trentaine d'étoiles, plutôt jeunes, qui irradient le gaz alentour. Nous pouvons à présent ressortir du bras du Sagittaire et nous diriger vers le troisième bras majeur de notre galaxie, le bras écu-croix, appelé aussi bras du Centaure. Nous le rencontrons avant le bras de la Règle. C'est un bras très long, constitué de deux sections. La plus proche du bulbe est appelée bras de l'écu, qui devient bras de la croix lorsqu'on s'éloigne du centre. La région dans laquelle le bras du Centaure croise le bulbe central est riche en étoiles naissantes. En 2006, les chercheurs ont découvert un grand amas d'étoiles jeunes contenant 14 supergéantes rouges. L'année suivante, ils ont découvert un autre amas à seulement quelques années-lumière du précédent. Il contient environ 50 000 étoiles récemment formées, dont 26 supergéantes. Nous arrivons maintenant au bras de la Règle, encore appelé bras du Cygne, un peu plus ténu que les trois précédents. Ce bras a la particularité de prendre sa source sur l'extrémité de la barre centrale, tout comme le bras Sagittaire-Carène. Une extension de ce bras a été découverte en 2004. Il serait donc beaucoup plus long que ce que l'on pensait. La Voie lactée contient également des bras mineurs qui se trouvent entre les 4 bras principaux dont je viens de te parler. Le plus connu est le bras d'Orion, qui contient le système solaire. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Mais le bras d'Orion, même plus petit que les autres bras, contient de nombreux objets. On y trouve de nombreux amas et nébuleuses, ainsi qu'une étoile double appelée Winnecke 4, située dans la constellation de la Grande Ourse. Les nébuleuses sont les suivantes. Nébuleuse du Hibou, une nébuleuse planétaire toute ronde, située dans la Grande Ourse. Nébuleuse de la Lyre, qui se trouve dans la constellation du même nom, qui ressemble à un rond de cigare. Nébuleuse de l'Altaire, qui se situe dans la constellation du Petit Renard.
C'est la première nébuleuse planétaire découverte. Ces 3 nébuleuses sont des nébuleuses planétaires, appelées ainsi car autrefois on les confondait avec des planètes. Ce sont de grands nuages de gaz créés par des étoiles géantes mourantes qui se mettent à éjecter leur couche supérieure. Elles se dispersent en 50 000 ans, voire moins. On trouve également la nébuleuse d'Orion, dans la constellation d'Orion, évidemment. Elle ressemble à un oiseau déployant ses ailes, un régal pour les observateurs. L'amas des Pléiades se trouve dans le bras d'Orion. Encore un amas, me dis-tu? Oui, mais celui-ci est un peu spécial. Il s'observe depuis les 2 hémisphères de la Terre, dans la constellation du Taureau. Mais surtout, il est connu et utilisé depuis la préhistoire. Les prêtres et chamans du Néolithique accordaient déjà une importance extrême à cet amas, puisque son apparition dans l'hémisphère nord correspondait au début des moissons. En Polynésie, les Pléiades apparaissent vers le 20 novembre et annoncent là-bas aussi la saison de l'abondance. Ce groupe d'étoiles a joué un rôle important dans l'établissement des calendriers antiques. On le retrouve aussi bien en Inde que chez les Grecs anciens. On dénombre à ce jour environ 3000 étoiles dans cet amas, dont une douzaine visibles à l'œil nu. Sa densité est relativement faible par rapport aux autres amas ouverts, puisqu'il s'étend sur l'équivalent de 4 fois le diamètre de la Lune. On trouve 17 amas dans le bras d'Orion. Quittons maintenant cette partie éclairée de la Voie lactée pour nous approcher des régions plus sombres. Depuis le début de notre voyage, nous sommes éblouis par la lumière des étoiles et les couleurs magnifiques des nébuleuses. Mais la Voie lactée comporte aussi des parties sombres. Laisse-moi te présenter le Grand Rift, ou Rift sombre. C'est une immense nébuleuse obscure qui longe le bras d'Orion. Le Grand Rift forme une bande sombre qui s'étend sur plus d'1 millier d'années-lumière. Il débute dans la constellation du Cygne, où on l'appelle aussi Rift du Cygne ou sac de charbon, et se termine dans la constellation du Sagittaire. Il passe aussi par la constellation de l'Aigle et peut être suivi jusque dans la constellation de l'Ophiuchus, où il s'élargit. Cette nébuleuse est un mélange de poussière et de molécules composées en grande partie de dihydrogène. C'est ce dernier qui est à l'origine de sa noirceur et de son opacité. Elle se situe à environ 2200 années-lumière et contient 1 million de masses solaires en gaz. Si tu veux l'observer depuis la Terre, ce sera possible à partir du milieu de l'été et jusqu'en octobre. Tu observes des parties sombres entre les bras de notre galaxie. Ce ne sont pas des endroits sans étoiles, mais des zones où les étoiles sont occultées. Elles sont cachées par de gigantesques nuages de poussière qui obscurcissent le ciel en absorbant la lumière qui les traverse. Ces poussières sont principalement des résidus, des cendres disséminées par des explosions de supernovae. Ce sont des grains solides, constitués essentiellement de carbone, de silicium et d'oxygène, combinés à de l'hydrogène sous forme de glace d'eau. Le reste de ces poussières sont des grains de composition semblables, mais soufflés par les vents stellaires des géantes rouges. Précédemment, dans notre voyage, je t'ai parlé rapidement des exoplanètes. Revenons un instant vers elles. Une exoplanète est une planète située à l'extérieur du système solaire et orbitant autour d'une étoile ou d'une naine brune. Peut-être ne le sais-tu pas,
Mais une naine brune n'est ni une planète géante, ni une petite étoile. C'est un corps céleste se situant entre les deux. À l'inverse des étoiles qui meurent souvent de manière spectaculaire, la naine brune se refroidit quand elle n'a plus de combustible. Détectée de manière directe pour la première fois en 2004, le nombre d'exoplanètes identifiées ne cesse de croître. Les méthodes d'observation ont évolué. On utilise aujourd'hui une méthode dite de transit. Cela consiste à observer une étoile en continu et à mesurer la baisse de luminosité que la planète provoque en passant devant elle. Grâce aux télescopes spatiaux comme Kepler, des astrophysiciens ont pu estimer qu'entre 5 et 10 milliards d'exoplanètes semblables à la Terre seraient présentes dans la Voie lactée. Semblables à la Terre ne signifie pas que des humains y vivent comme nous, mais que la planète a une taille proche de celle de notre planète et qu'elle orbite autour de son étoile tous les 237 à 500 jours. Elle se situerait dans la zone d'habitabilité, là où l'eau liquide pourrait exister. Tout cela reste à vérifier, bien sûr. Aujourd'hui, c'est la mission Gaïa qui continue les recherches pour approfondir les données fournies par la mission Kepler. Les analyses ont également révélé que des planètes peuvent se former dans un système stellaire multiple. Tu pourrais y admirer plusieurs couchers de soleil en même temps. Les exoplanètes sont très diverses. Comme les planètes du système solaire, elles sont classées en deux groupes, les gazeuses et les telluriques. Les exoplanètes gazeuses sont plus faciles à repérer, car elles sont plus volumineuses. Leur masse varie de 10 à 50 fois celle de la Terre. Elles peuvent être joviennes ou neptuniennes. Les joviennes sont composées majoritairement d'hydrogène et d'hélium, parfois presque exclusivement d'hélium. Elles sont qualifiées de Jupiter chaud ou froid. Les neptuniennes sont des géantes de glace, composées d'eau, de méthane et d'ammoniac. On distingue également des Neptunes chaudes et froides. Ces dernières sont beaucoup plus éloignées de leur étoile. Les exoplanètes telluriques sont plus difficiles à repérer, car elles sont plus petites. Parmi les milliers d'exoplanètes répertoriées, seules environ 500 sont des planètes telluriques. Si leur masse est comprise entre 1 et 10 fois celle de la Terre, elles sont appelées super-Terres. Laisse-moi t'en présenter quelques-unes. Commençons par 51 Pegasus b, puisque c'est la première exoplanète qui a été découverte en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz. C'est un Jupiter chaud qui se situe à 50 années-lumière de la Terre et orbite autour de son étoile, une naine jaune, en un peu plus de 4 jours. Sa masse est de 150 fois celle de la Terre et sa température est de 1000 degrés Celsius. Osiris, ou HD 209458b, est également un Jupiter chaud, assez semblable à 51 Pegasus b. C'est la première planète dont la lumière est mesurée par détection directe en 2005. Tournons notre regard vers 13-4b, découverte en 2007 à l'aide de la méthode des transits. C'est aussi la planète avec la plus faible densité connue, 0,23 g par centimètre cube. Elle se situe dans la constellation d'Hercule, à environ 1400 années-lumière du système solaire. Son étoile, 3 à 4 fois plus lumineuse que le Soleil, a épuisé tout son hydrogène et a commencé à se transformer en géante rouge.
première exoplanète rocheuse confirmée en 2009 est Corotte-7b. Elle orbite autour de son étoile, une naine orange plus petite que le Soleil, en 20 heures. Sa température de surface dépasse 2000 degrés Celsius par endroit. Sa densité est proche de celle de la Terre, ce qui laisse penser qu'il s'agit bien d'une planète rocheuse, une super-Terre. Elle a une sœur, Corotte-7c, dont la masse représente environ 8 fois celle de la Terre. Comme tu le vois, chaque objet de la galaxie est différent de son voisin et mériterait un détour. Mais ce serait un voyage sans fin. Avant de continuer notre périple, laisse-moi encore te parler d'une exoplanète. Il s'agit de WASP-193b, que les scientifiques comparent à de la barbe à papa. Elle les intrigue car elle ne correspond à aucun modèle classique. Sa densité est aussi faible que celle d'une barbe à papa. C'est une géante gazeuse, 1,5 fois plus grande que Jupiter, mais avec un poids plume, 1/10 de la masse de notre géante. Elle se situe à la 2e place des planètes les plus légères du catalogue actuel, juste derrière Kepler 51d. Elle entre dans la classe des Jupiters enflés. Quel drôle de nom! Située à 1200 années-lumière de la Terre, WASP-193b orbite à seulement 10,1 millions de kilomètres de son étoile. Elle en fait le tour en 6,2 jours terrestres. Les chercheurs supposent qu'elle est composée essentiellement d'hélium et d'hydrogène, des gaz très légers. Son aspect gonflé serait le résultat des radiations émises par son étoile très proche. Pour l'instant, elle défie les théories connues sur la formation des planètes. Intéressant, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup voyagé à l'intérieur de la Voie lactée, mais tu as certainement envie de t'approcher de ses bords, de ses limites. Allons voir. Je t'ai déjà dit que la Voie lactée appartenait à un ensemble beaucoup plus grand appelé l'Aniakea. Cette superstructure est composée de filaments bordés de vastes zones de vide. Notre galaxie se situe dans l'un de ces filaments. Elle est donc bordée de vide d'un côté et de nombreuses autres galaxies de l'autre. Les filaments sont connectés entre eux par des zones d'intersection abritant des superamas de galaxies. Ces filaments de galaxies se dirigent à la vitesse de 400 à 600 km par seconde vers une région de l'espace appelée Grand Attracteur. En migrant de la sorte dans la même direction, les galaxies créent des zones plus denses et laissent derrière elles des zones de vide. En 2019, une équipe de chercheurs a cartographié une immense zone vide bordant la Voie lactée, connue sous le nom de vide local. Son existence est connue depuis 1987, mais il était difficile de l'étudier, car il est localisé derrière la zone d'obscuration galactique, c'est-à-dire derrière l'amas de poussière des régions centrales de la Voie lactée. Les scientifiques ont donc analysé le mouvement de 18 000 galaxies autour de la nôtre dans le cadre du programme Cosmic Flow. Les résultats montrent que cet espace vide continue à se vider. De la matière est évacuée en continu depuis cette région, qui devient de plus en plus vide tout en s'élargissant. Ce vide mesurerait environ 200 millions d'années-lumière, soit 2000 fois plus que la Voie lactée. Le programme Cosmic Flow explore la structure de notre vide local, mais aussi celle de ses relations avec les vides géants qui l'entourent, le vide d'Hercule, le vide du Sculpteur et le vide d'Éridan, beaucoup plus connu, car situé en dehors de la zone d'obscuration galactique.
Mais ils ne sont pas au programme de notre expédition. Revenons à notre vide local. Bien sûr, tu auras compris que cet endroit n'est pas vide comme une boîte vide. C'est simplement une zone moins dense de l'univers. Mais son étude présente de nombreux intérêts. L'essentiel de la matière qui nous constitue doit provenir de ce vide, qui joue donc un rôle dans notre archéologie galactique. On remarque que des filaments ténus de galaxies traversent de part en part le vide local. La compréhension de la structure en 3D du vide local permet de réexaminer la question de notre vitesse dans l'univers. La poussée répulsive du vide local, conjuguée à l'attraction gravitationnelle vers la densité élevée de galaxies que l'on trouve à son opposé, explique en partie la vitesse mystérieusement élevée de notre galaxie. D'après les chercheurs, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède se trouvent actuellement dans la vallée verte du diagramme couleur-magnitude des galaxies. Ce diagramme montre la relation entre la magnitude absolue, la luminosité et la masse des galaxies. Ce diagramme comprend 3 zones. Le nuage bleu qui contient essentiellement des galaxies spirales. La séquence rouge qui contient principalement des galaxies elliptiques. La vallée verte qui se situe entre les deux, qui comprend un certain nombre de galaxies spirales rouges. La vallée verte est peuplée de galaxies faisant un transit entre le nuage bleu où se créent régulièrement des étoiles et la séquence rouge où les galaxies ne créent plus d'étoiles. Dans cette région, le gaz nécessaire à la fabrication des étoiles est de moins en moins présent. La Voie lactée est encore bien active dans la création d'étoiles. Mais des simulations numériques indiquent que la formation d'étoiles dans notre galaxie cessera d'ici 5 milliards d'années. Actuellement, la galaxie se déplace en direction du grand attracteur. Elle se dirige vers lui, mais aussi vers d'autres amas de galaxies, dont le superamas de Shapley. C'est un superamas de galaxies situé dans la constellation du Centaure, à 650 millions d'années-lumière de la Voie lactée. En même temps, la galaxie d'Andromède, qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière d'elle, se rapproche de la Voie lactée à une vitesse comprise entre 100 et 300 km par seconde. On prévoit une collision entre les deux galaxies d'ici 4 milliards d'années, à moins que d'autres objets célestes ne modifient leur course. Les deux galaxies entreront en collision frontale avant de se traverser mutuellement, laissant derrière elles des traînées d'étoiles et de gaz. Pendant des millions d'années, elles ne vont cesser de se rapprocher, puis de s'éloigner, en mélangeant leurs étoiles et en redessinant les constellations. Elles fusionneront enfin au bout d'1 milliard d'années pour former une galaxie elliptique ou une immense galaxie à disque. À ce moment-là, le Soleil aura entamé sa phase de transformation en géante rouge et la Terre ne sera plus habitable. Lui et les étoiles seront propulsés dans des orbites nouvelles, en marge de la nouvelle galaxie. Ce qui restera du système solaire aura un nouveau domicile cosmique, une galaxie ovale géante. Cette nouvelle galaxie a déjà un nom, Milkomeda. C'est le nom que lui a donné l'astrophysicien qui a simulé la collision des deux galaxies, Avi Loeb. Les scientifiques prédisent un spectacle éblouissant, plein de lumière cosmique. Comment peut-on être aussi sûr de cette collision ? De nombreux chercheurs ont fait des calculs à partir de la vitesse et des trajectoires des galaxies. L'équipe du télescope Hubble a mené des observations extrêmement précises sur le déplacement latéral d'Andromède pendant 6 ans. Elles ne laissent aucun doute sur cette future collision.
notre voyage se termine ici. La Voie lactée est donc un magnifique et gigantesque système voyageant dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Quand tu regardes le ciel, toutes les étoiles que tu vois appartiennent à cette galaxie. La Voie lactée, âgée de 13,6 milliards d'années, contient 300 à 400 milliards d'étoiles, plus de 160 amas, environ 3000 nébuleuses planétaires et plus de 100 milliards de planètes. Chaque année, en moyenne, de nouvelles nébuleuses planétaires apparaissent dans notre galaxie. Cela est énorme, et c'est encore plus impressionnant quand on sait que notre galaxie fait partie des 2000 milliards de galaxies que l'on a recensées dans l'univers observable. Notre galaxie est presque aussi vieille que l'univers. Elle a donc beaucoup de choses à raconter. Les astronomes ont commencé très tôt à recenser des connaissances sur elle, puisqu'elle est visible à l'œil nu et repérée depuis la préhistoire. Certaines de ces connaissances sont vérifiées, mais il reste des mystères et des incertitudes. Comme toujours, en astronomie, chaque découverte amène de nouvelles questions. L'évolution des instruments d'observation nous permet de repérer des objets célestes de plus en plus lointains.